Désolé. Ok, donc la suite, donc cette partie-là, c'est donc le développement du logiciel XWiki lui-même. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient un projet open source, qui participaient à un projet open source. Levez la main. 2, donc c'est pas la majorité. Donc pour ceux qui participent au projet open source, vous pourrez comparer par rapport à votre projet open source. Et pour les autres, peut-être j'espère que ça vous donnera plus de... Quel projet c'est? Ubuntu et Tao. Tao. D'accord. Et c'est des projets personnels, on va dire. Personnel. D'accord. Et donc pour tous les autres, peut-être ça vous donnera un peu plus d'idées, enfin de vision, de visibilité sur le développement d'un projet open source de type XWiki. Alors il me faut la petite serviette. Merci. Cette présentation-là, c'est censé être collaboratif en fait. C'est pas, voilà, c'est une discussion, c'est plus sujet à discussion, à poser des questions que vous pouvez avoir. Bon, je vais introduire quelques thèmes et puis on pourra en discuter. Tu me diras quand on doit s'arrêter et puis on s'arrêtera. Je hurlerai. Quand ça sent la pizza, il faut s'arrêter. D'accord. Si la zapette... Ouais, je sais pas, à mon avis, ça endort au bout d'un certain temps, il va falloir appuyer sur un bouton. Voilà, c'est bon. Donc voilà, je vous ai quelques stats sur le projet, c'est Project Health, projet XWiki, puis après, voilà, j'ai vu quelques pratiques de gouvernance, pratiques de coding, pratiques de release du projet, de test, et puis c'est quoi nos étapes d'après pour améliorer encore tout ça. Alors, donc c'est des stats, elles sont pas toutes récentes, elles sont récentes à juin 2011. Oui, je suis désolé, j'ai pas repris les stats plus récentes, mais ça va vous donner une idée déjà. Donc c'est un exemple de taille de projet. Vous voyez là, on voit que ça c'est toutes les issues qui ont été closées en un an, de juin 2010 à juin 2011, donc 1342. Donc ça fait 4 issues par jour. Vous voyez en termes de bugs, sur un an, genre 670 bugs, 108 nouvelles fonctionnalités, 200 types tâches, des trucs en général... c'est pas visible pour l'utilisateur, 353 améliorations, et vous voyez l'équipe sur un an par exemple, voilà, le nombre de personnes, je sais pas combien ça fait, ça fait 15 personnes, un peu plus, 18-20 personnes qui participent activement au projet. Voilà, Denis était là, t'as pas beaucoup participé cette année-là, hein, Denis, une issue. Bon. Ça sait pas faire ça. Bon, j'avais pas marqué, ouais. Ah bon. Ça, c'est un exemple des commits sur un an. Donc là, c'est la dernière saison, c'était juin 2011. Donc on avait 7000 et quelques commits. On a 19 commits par jour en moyenne, ça fait globalement, ce qui est assez important quand même. Le nombre de committeurs, on a vu tout à l'heure, en moyenne, on a à peu près 15 committeurs actifs. C'est un peu grossi depuis, je pense, en actif. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc on a eu, oui, on est 43 committeurs en tout sur 12 mois. C'était donc de juin à juin, 2010-2011, 15 actifs. 11, alors ça c'est intéressant, 11 de XWiki SAS, société XWiki SAS. Donc Denis n'était pas là-dedans, c'est un de plus. C'est assez intéressant. On essaie d'être un vrai projet open source où tout le monde peut participer avec les mêmes règles en fait. On a des règles, et on verra après, qui sont bien définies. Le seul souci qu'on ait, enfin moi j'essaye personnellement, je suis de XWiki SAS, mais j'essaye que le projet ait le plus de diversité possible. Le seul souci, c'est que dès qu'il y a eu des gens qui étaient contributeurs pendant un certain temps et qui étaient bons, XWiki SAS a proposé de les embaucher en fait. Au fur et à mesure, donc ce qui fait qu'en fait, ils ont rejoint souvent la société et ça fausse un peu, voilà. Mais c'est intéressant qu'il y ait des gens externes. Ce qu'il faut savoir, on en parlera peut-être après, c'est qu'on a un système de vote dans le projet. Dès qu'il y a des décisions importantes, ce sont des votes. Et on a une notion de veto. Ce qui fait qu'il suffit d'une seule personne qui dise « je ne suis pas d'accord » pour que le sujet ne se réalise pas. Donc en fait, pour rester honnête entre guillemets, et pas que XWiki SAS pousse ses propres directions, il suffit d'une personne qui ne soit pas d'accord. Ça c'est intéressant, donc Denis, ça lui arrive de ne pas être d'accord d'ailleurs, et donc de mettre des veto et que ça se passe pas, et c'est très bien.
général, on arrive à quelque chose de meilleur. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la proposition, elle n'est pas bien, on la rediscute, elle est refaite différemment, et puis voilà. C'est une discussion, c'est rarement un veto définitif, c'est non, ça. Ouais, on n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit, enfin c'est voter plus 1, 0, moins 1, ça la Apache, ceux qui connaissent. Et quand on dit moins 1, en fait, il faut expliquer sa raison, on n'a pas le droit de dire je veux pas juste sans expliquer, il faut expliquer. Bon, en général, ça termine dans une discussion qui va aller vers un plus 1, mais qui soit. Voilà, ça requalifie. En général, il n'est pas de désaccord sur tout, il y a souvent des points, on rediscute, et voilà, c'est une vraie solution à la fin, c'est un vrai accord commun de tout le monde qui est trouvé. C'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie de participer à ce projet, parce que on n'est pas exclu, chacun a son mot à dire, et en général le mot de chacun a l'importance, et le mélange des idées crée quelque chose de meilleur que si on n'avait pas eu cette solution de veto, ou le fait qu'un arrête, les autres réfléchissent, ça produit de nouvelles idées en général. Alors ce qui peut être reproché à ça c'est de dire ah mais est-ce que c'est pas long? Est-ce que du coup le projet n'est pas long, etc. En pratique, c'est pas long, sauf dès que le sujet touche au UI. Comme vous le savez, si vous faites un peu de UI, les goûts et les couleurs sont très différents selon les personnes. Et donc ça, c'est souvent les sujets qui sont un peu plus épineux, mais on s'en sort toujours en général. Oui, des exemples, ouais. Quelques stats, aujourd'hui on est plutôt dans l'ordre de 30 000 téléchargements par mois. Bon, il y en a plein qui en font rien là-dedans. Je ne saurais pas dire quel est le pourcentage de gens qui utilisent, mais bon, c'est assez conséquent, 30 000 déjà. Mailing list, il y a à peu près 700 personnes sur les mailing lists, peut-être 800 ou 900, je me trompe peut-être, c'était il y a un an, donc ça a grossi pas mal. À peu près 500 messages par mois. En 2011, on a fait 42 releases. Tiens, c'est amusant que c'est 42, je n'ai même pas réfléchi. C'était pas volontaire. C'était une tous les 9 jours, c'est fou quand même. C'était incroyable, j'étais impressionné de voir. Alors là-dedans, on inclut les releases. En fait, on a des cycles de release en général de 3 semaines, sauf qu'il y a plusieurs produits entre guillemets, donc ça fait plusieurs releases. Hein. J'avais compté là-dedans plusieurs parties en fait de XWiki. Une release par rapport aux releases des composants qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est une release du cœur, ça? Non, en fait, on release tout ensemble. Enfin, attention, il y a deux choses. Il y a les composants, les extensions qui sont supportés par l'équipe de développement des XWiki. Donc ceux qui ont les droits de commit, etc. Ça, on release tout en même temps, pour être sûr que tout fonctionne ensemble, en fait. On les release en même temps. Ça fait qu'il se peut qu'il y ait certains de ceux-là qui sont réalisés quand il y a une nouvelle version, mais qu'il n'y ait pas de changement, par exemple. Ça peut arriver. En revanche, sur extension.xwiki.org, il y a tous les composants qui sont développés par l'équipe de développement d'XWiki, c'est indiqué, hein. Et puis il y a aussi toutes les extensions développées par n'importe qui. Les gens ont le droit de venir publier leurs extensions. C'est indiqué aussi que c'est par qui c'est développé, en fait. Et eux, ils développent dans le cycle de vie qu'ils veulent. Voilà, donc il y a les deux. Et donc quand je dis les 42 là, c'est pas juste chaque composant, c'est tout est ensemble, c'est 42 de tout ensemble. Si ce n'est qu'on a plusieurs produits, en fait on a ce qu'on appelle XWiki Enterprise, qui est le wiki que vous avez vu, il y a XWiki Enterprise Manager, il y a Xeclipse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a Xoffice, qui est notamment par exemple un module qui vous permet depuis Microsoft Office directement de pousser ou d'éditer des pages wiki, directement dans Microsoft Office. Il y avait d'autres, il y avait un qui s'appelait XWiki Watch, qui était un outil de veille collaborative basé sur XWiki, qui était un produit, etc. Donc, 42, ça incluait ces gros projets. C'est des gros projets. Ces projets-là sont open source? Oui, ils sont tous open source. Alors, la licence est LGPL. Pas GPL, LGPL. Ce qui fait que toutes les extensions que vous faites, vous n'avez pas besoin de les remettre en open source. Le grade d'une release à l'autre se fait aussi automatiquement comme pour les composants? Alors, je travaille beaucoup là-dessus, hein, j'ai parlé tout à l'heure. On a l'Extension Manager qui est en cours. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui se fait automatiquement, c'est les upgrades de toute la partie Java. En revanche, tout ce qui est dans les pages wiki, vous pouvez rajouter automatiquement la nouvelle version. En revanche, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ça va vous rajouter une version de cette page, de chaque page qui est importée. Donc, si vous aviez des modifications faites sur les pages de base, elles sont écrasées par la version. Vous pouvez retourner à cette version-là et remettre les changements. Il n'y a pas de merge. C'est ça qu'on est en train de développer aujourd'hui avec l'Extension Manager, c'est ce merge et cette résolution de conflit quand il y en a, automatique. Ligne de code, 2 millions, je crois, je ne sais plus.
Voilà, et on est sur Nemo, sur la source.org, il faut y avoir plus de stats. Alors la gouvernance, j'en ai parlé un petit peu en avance de phase, c'est intéressant, c'est qu'on a cette notion donc, de committeur, personne qui a les droits de commit, on les vote, on vote ces personnes sur la liste, donc n'importe qui peut proposer quelqu'un, il y a un vote, et s'il n'y a pas de vote négatif, la personne est acceptée, le vote dure 72 heures, 72 heures je crois. Ouais. Et il faut qu'il y ait au moins 3 votes positifs pour que ça passe. Donc bien sûr, on ne fait pas tout en vote, hein, parce que sinon ça ralentirait le projet. Donc on a une notion de lazy committing comme chez Apache. Donc quelqu'un a le droit de mettre ce qu'il veut, sans vote. En revanche, n'importe qui peut lui demander de reverter s'il n'y a pas eu de vote. Et dans ce cas-là, c'est soumet une proposition après, enfin un vote ou une proposition. Et s'il y a des votes, il faut que les committeurs votent. Et si ça passe, on le fait. Si ça passe pas, on ne le fait pas. Parfois, ça pose des problèmes. C'est intéressant, on pourra en parler. Je ne sais pas lequel tu as en tête. Celui qu'on a reverté en version 3.3. Ah oui, un truc qui ne marchait pas et on a reverté, oui. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais qu'on a reverté après avoir révisé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas constaté. Il se peut que les committeurs n'aient pas été assez bons, n'aient pas récupéré le problème assez rapidement et ça peut arriver. L'inconvénient du lazy committing, c'est que si personne n'aura le bon moment, c'est trop tard. Ça peut arriver. Ça n'arrive pas très souvent. Ça n'arrive pas très souvent. Mais ça peut arriver. Et XWiki versus XWKSS, et j'en parlais tout à l'heure, en fait, c'est ce que j'ai mis en place particulièrement, et j'ai fait très attention, c'est qu'il n'y ait aucun avantage, qu'il y ait des règles très claires en fait, de participation au projet open source, et qu'il n'y ait pas d'avantage particulier à XWKSS plutôt qu'aux autres, et qu'il y ait les mêmes règles pour tout le monde. Ça me paraît extrêmement important, parce que j'ai envie qu'on développe un vrai projet open source méritocratique où tout le monde peut participer. Ça on verra après. Ce qui m'intéresserait là-dessus d'ailleurs, c'est d'aller plus loin et créer une fondation XWiki qui garantisse encore plus cette indépendance. Donc on a déjà discuté un petit peu sur la liste, on en discutera bientôt je pense. Et on a défini ces règles, y compris sur la gouvernance du site web. Donc sur la site, parce que qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que moi XWKSS, l'équipe marketing XWKSS, la compagnie, a dit ah c'est con, XWiki.org, c'est bien, ce serait un bon endroit pour faire de la pub pour nous. Pour vendre nos services, etc. Et donc moi j'étais embêté parce que j'ai les deux chapeaux. Hein. J'ai le chapeau gestion de la communauté, du projet open source et la société. Et donc la solution que j'avais trouvée pour ça, c'était de faire voter sur la mailing list, de dire est-ce qu'on est d'accord que pour le projet open source, il y a certaines zones sur xwiki.org qui contiennent de la pub entre guillemets pour des services business. Et pour faire ça bien, dans les règles qu'on a décidées, c'est de dire tous ceux qui participent au projet open source, qui sont actifs, des committeurs et qui ont une société, ont le droit en fait, de lister, ça devient la règle. Pour pouvoir lister sa société qui offre des services au-dessus des XWiki, il faut être committeur actif du projet open source. Les committeurs actifs, on l'a défini ayant au moins un commit par an. Dans le projet. Être committeur et faire au moins un commit par an. C'est pour ça que j'avais fait un commit. Là. Vous avez eu le commit, ça c'est bon. Il respecte la règle. Donc du coup on a trouvé une solution qui restait démocratique en fait, pareil pour tout le monde. On a discuté d'ailleurs. Voilà. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on l'a discuté, ça a été discuté, c'est pas un truc qui a été imposé, et on a vraiment des vraies règles où tout le monde est pareil. Alors en termes de coding, qu'est-ce qu'on utilise? GitHub, Git et GitHub, donc Maven bien sûr, what else? Jenkins, on a beaucoup de projets Maven, beaucoup de sous-modules. Vous utilisez tous Maven bien sûr, non? Où il y a des aficionados, Gradle, Ivy, non, pas de Fight, bon dommage, pourtant j'avais bien cherché. On en parlera après. Ils sont pas venus, ils savaient que c'était utilisé beaucoup Maven. Ah ouais, c'est ça. On utilise Clear. Qui connaît Clear? J'étais sûr, personne ne connaît celui-là. J'en suis assez fier parce que c'est moi qui ai eu l'idée de ce truc, c'est moi qui l'ai développé. Clear, c'est un petit outil qui est un plugin Maven qui vous permet de vérifier que vous ne cassez pas la compatibilité binaire dans vos projets Java. Quand vous avez réalisé une version et qu'il y a des gens qui utilisent, notamment c'est pour des librairies, et qu'il y a des gens qui utilisent votre code, si vous faites une modification qui casse, ils vont tous être cassés.
Donc ça, c'est un outil qui vérifie, qui va casser le build, qui va arrêter le build, s'il découvre qu'il y a une incompatibilité binaire qui est introduite dans votre code. Et donc la stratégie, bon, bien sûr, de temps en temps, on a envie de le faire. On a envie parce que c'est conscient. On se dit, tiens, là, on sait qu'on va casser, mais on accepte parce que pour des raisons X ou Y, on ne sait pas faire autrement, etc. On est passé par une phase de déprécation, par exemple, et au bout de, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 10 ans, bref, on se dit ça, il faut le virer, on a envie de le virer. Et en fait, dans ce cas-là, la stratégie, c'est de dire, dans la définition, la configuration de ce plugin Maven, on explique, on dit exclude, on exclut cette partie-là, parce qu'on sait volontairement, on casse la compatibilité binaire à cet endroit-là. Et ce qu'on fait, c'est au moment de la release, on prend la liste de tous ces excludes et on met dans les release notes, et on dit, voilà toutes les API qui sont cassées, et avec la définition de ce qui est cassé. Donc c'est assez sympathique. Ce qui est assez génial avec cet outil, c'est qu'il trouve tout seul la version réalisée la fois d'avant, et qu'il vérifie en permanence pour tous les builds qu'on fait avec Jenkins, si on a cassé quelque chose par rapport à notre dernière release. On utilise Maven, et comme dans Maven, il connaît la dernière release, il est capable de la télécharger, de comparer par rapport à ce que vous avez. Il la récupère dans Maven, il vérifie la compatibilité binaire avec le build qu'on vient de faire. C'est tout magique. C'est pas mal. Bon, on utilise Checkside pour vérifier, on a l'Enforcer plugin de Maven qu'on utilise beaucoup pour vérifier des tonnes de choses, avec même des règles custom. Ils sont terriblement pénibles avec Checkside. Pourquoi nous? Non, t'étais pas là. Oh, il dit ça parce qu'en fait, il est arrivé plus tard. Ça avait déjà été voté avant qu'il arrive dans le projet. Alors, il, parce qu'il a eu des envois, j'étais pas encore là. Donc on fait des revues de code continu, dès qu'il y a un commit, il y a un mail. Bon, on a perdu un peu de ça avec GitHub. On était à Subversion avant, et c'était génial parce qu'on avait un hook, un post-hook en Subversion qui nous envoyait un mail de diff du commit. Et maintenant, avec GitHub, ils ne supportent pas ça. Ils envoient juste un mail qui dit tel truc a été modifié, cliquez sur ce lien pour voir les modifs. Nous, moi je trouvais ça pratique de recevoir un mail avec les diffs directement sans avoir à cliquer nulle part, et puis tu faisais un reply, et puis l'endroit où tu n'étais pas content, tu avais un truc à dire, tu mettais inline dans le mail. Avec Git et GitHub, il faut cliquer sur le lien, et après tu peux commenter. C'est sympa, après tu peux commenter, mais un petit effort en plus. Il faudrait qu'on arrive à se trouver un petit script pour faire ça aussi. Voilà, quoi d'autre. Alors vous m'arrêtez quand vous voulez, ou quand vous voulez réagir, il y a un truc à dire. Jusque là, non? Sur ça. Les releases, alors on a un processus de roadmap. En fait, des releases, on fait des releases courtes, toutes les 3-4 semaines. Ça, c'est des releases qui sont des releases non fonctionnelles. Les releases fonctionnelles, c'est plutôt 3-4 mois. Alors, release fonctionnelle, c'est justement là où on fait une roadmap. Et on dit, voilà, il y a ça comme fonctionnalité qu'on veut développer. Et en revanche, de manière intermédiaire, on fait des milestones ou des releases candidates. Et c'est eux qui sont toutes les 3-4 semaines. Et la release complète est plutôt 2-3 mois à peu près, voire 4 pour des grosses. Ouais. Donc, on essaie de rester dans les temps. Dans les fins de version majeure. Oui, pour des bugs fixes, pour ne pas inclure trop de risques sur la fin d'un cycle de release. Parce qu'en plus de tout ça, on a un cycle de release de 1 an, dans lequel donc, on fait 6 releases majeures. Et donc chaque release majeure a 3-4 petites releases. Et ce grand cycle, il a un but. On le définit ensemble, un but, en disant tiens, c'est quoi le but de ce cycle-là? Donc notamment aujourd'hui, on démarre le cycle 4.x de XWiki. Dans le cycle 3.x, le but c'était de pouvoir créer des applications et les publier. Ça c'était le but 1. Le but 2 c'était le polishing. Et donc on essaye, en gros, les commits, ça a donné une direction. Et les committeurs, il n'y a rien qui est forcé, hein, mais ça donne une direction en disant voilà, c'est l'axe où tous ensemble on pense que c'est l'axe dans lequel il faudrait qu'on améliore XWiki pour cette année. Pour le 4.x, on n'a pas encore voté, on n'a pas encore décidé, il va falloir qu'on le fasse. Ce qu'on a fait en revanche, c'est qu'on a lancé une enquête sur XWiki.org de dire, pour demander à tout le monde, à tous les utilisateurs, qu'est-ce que vous voulez voir dans le cycle 4.x. Donc on a laissé ça tourner depuis, ça fait 2 mois quasiment, et on va rassembler dans la semaine, là, on va rassembler les résultats, les publier, puis voter, prendre ça comme input.
et puis décider tous ensemble On release tellement, on a déjà une 4.0 EBA, c'est ouais, celle que j'ai on a utilisée. peu avancé, on était un peu en retard sur le vote. On aura dû le lancer, ce vote, on aura dû le lancer en 3.x. Les cycles de release sont vraiment fréquents, et ça a l'avantage, c'est qu'on met très vite en avant toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a apportées, donc vous n'attendez pas à avoir les fonctionnalités trop longtemps, parce que c'est toujours... on sait que c'est fixé, on sait que le bug est fixé, on sait que la fonctionnalité est développée, mais on ne l'a pas. Donc en faisant beaucoup de releases comme ça, on a un projet qui est plus dynamique, et si vous avez besoin d'un dernier inversement, bah, allez rapidement dessus. Ouais, vous n'êtes pas obligé d'upgrader, mais si vous voulez, vous pouvez. Moi, je vous conseille toujours d'attendre un peu, si vous avez le maximum de stabilité, évidemment. Ouais, en tant qu'utilisateur, c'est clair qu'on va attendre un petit peu. Quoique, Ça, pourquoi je dis ça, parce que nous, on a besoin qu'il y ait des gens qui le testent avant. J'ai utilisé la 4.0 M1 pour préparer ma démo, et sur lequel j'ai trouvé 2 bugs. C'est bien aussi, parce qu'en faisant le boulot, on corrige 2 bugs. C'est une M1. Hein. Ceci dit, tout le reste fonctionnait bien, et on a une grosse suite de tests automatisés qui nous permettent de garantir quand même qu'on évite beaucoup de régressions. On a deux. Ouais, on a des unitaires, fonctionnels, on en va parler juste après en fait, je crois. Et on a un release manager qui tourne, donc c'est un des membres des committeurs qui dit tiens, enfin plutôt on demande qui veut être release manager pour cette release. Et il y en a quelques-uns qui sont gentils, qui se proposent et qui font les releases. Donc on a essayé de scripter ça, d'automatiser. Ouais, il y a toujours les mêmes en fait, il faudra que ça tourne un peu plus. Ceci dit, j'ai pas depuis longtemps non plus. Ouais, que je fasse ça. Ouais, j'ai de l'avance. En tant que participant au projet, je dois bien avouer, moi je développe plutôt les fonctionnalités dont j'ai besoin dans mes projets et je les mets en open source dans le projet Wiki. La release, c'est quelque chose qui me coûte assez cher. Quoi. Ouais, mais pareil pour tout le monde. Hein. On aussi. Oui, peut-être plus gros. Ça aide. Les tests, justement. Tu parlais de tests. Oui. Quand test unitaire, on dit unique Gmod, je suis en train de... Tu ne sais pas encore. J'ai une proposition à faire de passer à Mockito. Que j'ai regardé ça et ça me paraît sympa. Je voulais convertir quelques-uns de nos tests déjà pour voir que ça. Je ne réponds pas. Déjà, Gmod, on n'utilise pas comme il faut aujourd'hui. Ah, on en discutera. Il y a des fans de Mockito là? Ouais. C'est bien, hein? Ouais, tu vois. Mais peu importe. En fait, tu lui en parleras. Peu importe, en fait, l'important c'est qu'on moque plus. Je trouve qu'on moque pas assez. Ouais, on moque déjà pas mal, mais ça change pas. C'est juste que, à mon avis, ce que ça va nous apporter Mockito, c'est que ça va nous réduire la taille de nos tests. C'est ce que je pense. Il faut que je l'essaye, pour être sûr. Tiens, j'ai mis ça, je crois que je l'avais viré. On n'a plus ce problème. On a vu à un moment donné, enfin, si on a toujours. Hein. Quand on fait des tests, on a des tests unitaires et des tests fonctionnels. Les tests fonctionnels de UI. Donc on utilise Selenium WebDriver, Selenium 2, pardon, WebDriver. Ça marche plutôt bien. En revanche, pour ceux qui ont utilisé, je ne sais pas si vous avez utilisé ça, c'est génial. Hein. C'est magique. Vous avez la souris qui se balade, ça clique pour vous, ça remplit comme un utilisateur qui le ferait. Le problème, c'est qu'il y a un petit coup d'utilisation au démarrage parce qu'il faut bien faire attention à plein de choses. Par exemple, si vous avez du JavaScript, que la page n'a pas fini d'être chargée, l'élément sur lequel il doit cliquer ou autre chose, il ne peut pas être présent, pas être visible. Donc il faut bien faire des waits, attendre que tel élément soit visible avant de faire les choses, etc. Ça prend un peu de temps à être parfait. Et du coup, pendant un certain temps, vous avez du flickering, c'est-à-dire des tests qui tout d'un coup marchent et qui tout d'un coup marchent plus, marchent plus, etc. Parce que ça dépend de la vitesse d'exécution ou autre. Et on a eu ce problème, on a passé pas mal de temps, j'ai passé pas mal de temps notamment à corriger ce problème-là. Et maintenant, j'ai mis ça dans une librairie commune. Donc en fait, on a créé un DSL pour nos tests fonctionnels. Et on utilise le pattern PageObject, pour ceux qui connaissent. En gros, on modélise chaque page de UI. C'est modélisé par une classe Java. Et toutes les actions qu'on peut faire sur le UI, ce sont des méthodes de cette classe. Donc une classe Java par écran et des méthodes pour chaque action. Et ce qui fait que les tests, après, ne font que utiliser les API des différentes pages. Et ça donne des tests qui sont extrêmement lisibles et faciles à écrire. Donc une fois que le PageObject a été codé, c'est super facile de l'utiliser pour écrire plein de tests. Et ça permet d'améliorer la maintenance des tests, parce que c'est important. C'est pas si facile que ça, la maintenance des tests, si on fait pas un peu attention.
Donc quand on a eu ce problème de flickering, là, c'était vraiment pénible parce que du coup on n'avait plus de confiance dans le build. On avait des messages Jenkins tout le temps, puis on ne savait pas si c'était vrai, ou un vrai problème du code, ou un problème du test. Donc on n'arrivait pas à le corriger parce que personne ne voulait absolument le faire, tout le monde travaillait sur ces trucs. Et donc du coup on a fait un build manager chaque semaine, on a dit tiens toi t'es build manager et ton but c'est de pousser les autres à corriger, trouver le problème quand il y a un problème et pousser tout le monde à corriger les problèmes en fait. Donc on est revenu à un mode stable. Et maintenant on le fait moins, on fait beaucoup moins. Toi aussi, aux développeurs, et répéter aux développeurs tout le temps, de vérifier qu'ils n'ont rien cassé dans le build après leur commit. C'est là où on pourrait s'améliorer, avoir quelque chose qui ouais, j'ai fait quelques tunings Jenkins récemment qui devraient. Normalement, tu devrais peut-être reçu. Non, tu commis pas assez. Normalement, tu as un mail personnel qui écrit You broke the build, fix it immediately. Je vérifie bien avant que ça ne va pas casser, moi. C'est bien, Denis. Voilà, c'est comment contribuer. On a essayé de faire que la contribution soit la plus facile possible. On est loin, on peut encore améliorer, mais disons qu'on a fait quelque chose. Alors c'est quoi contribuer? Ça peut être créer des issues dans Jira, ça peut être répondre sur la mailing list, ça peut être parler de XWiki, écrire des articles de blog, etc., parler à une conf, par exemple. Ça peut être une autre façon de contribuer, c'est de publier votre extension que vous avez faite, votre superbe skin que vous avez développé, c'est la contribuer sur extension.xwiki.org. Donc ça, c'est une façon de contribuer très intéressante et qui est facile, hein, parce que ça prend 2 minutes à mettre quelque chose sur extension.xwiki.org et c'est disponible de tout le monde et c'est disponible depuis leur wiki qui tourne. Dès que vous mettez votre truc, là, tout le monde sur la planète, c'est-à-dire les millions d'instances XWiki qui tournent, ont accès directement à votre extension. Vous imaginez? C'est énorme. Ouais, bon, on parlera de ça après, il y a une petite idée d'App Store dans le futur avec des trucs. Ça va faire flipper. Ça va nous faire flipper, on va pas voter. Il faut savoir si tu considères que tu es un bon développeur ou pas après. Est-ce que tu as envie de te mesurer? Non. Donc l'autre solution pour contribuer, c'est que maintenant qu'on est passé à Git, c'est assez facile de faire des pull requests et pour nous c'est facile de les merger, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en fait, il n'y a plus besoin, il n'y a presque plus d'intérêt à être committeur en fait. Maintenant, grâce à Git et les pull requests, vous pouvez participer facilement. Bon, il faut quand même un committeur qui clique sur le bouton, hein, qui review, qui clique sur le bouton. Mais c'est de toute façon une bonne pratique, même en interne, on ne le fait pas assez. Faire des pull requests pour des committeurs, je trouve que c'est une bonne chose aussi. C'est une façon de demander une review de ton code. Ce qui ne veut pas dire que ça arrivera, mais c'est bien de le faire, je pense, de temps en temps. On a aussi une partie, comment on s'est dit, ça peut être difficile de participer à XWiki, parce qu'on a des règles quand même assez strictes. On a des règles de best practice, on a ces règles de check style, etc. Il faut être committeur, donc c'est dur de participer. On voulait ouvrir ça, donc on a un projet XWiki Contrib, qui est une organisation sur GitHub aussi, avec plein de repositories, et vous pouvez avoir l'accès à ça, n'importe qui a envie de participer de manière collaborative avec d'autres, hein, parce que sinon vous pouvez faire votre projet sur votre propre repo, et si vous voulez rentrer dans la communauté XWiki, vous pouvez mettre vos projets sur XWiki Contrib, il suffit de le demander sur la liste, et vous avez donc ce repo Git, et en plus vous avez un Jira, vous pouvez bénéficier de la mailing list, et puis vous avez un wiki, une page pour décrire aussi votre extension, etc. Et là, il n'y a aucune règle et vous le développez comme vous voulez. Simplement, il n'y aura pas le tampon développé par le XWiki Dev Team dessus, mais c'est pas grave, ce sera disponible pour tout le monde, pareil. Voilà, donc différentes façons de contribuer, plus ou moins facilement. Oh, bien sûr, je n'ai pas marqué, j'ai oublié. Vous pouvez devenir committeur. Donc ça, pour être committeur, c'est facile. Il suffit de faire des pull requests, plein de pull requests. Puis, pour que ça embête les committeurs. Et puis après, quand ils en auront marre d'avoir plein de pull requests de vous, en fait, ils vont vous proposer d'être committeur. Et comme ça, vous pourrez les appliquer vous-même directement. Alors, quelles sont les étapes suivantes sur la partie développement de XWiki? Il y a cette fondation, c'est une idée qui m'est chère depuis longtemps, j'aimerais bien une fondation. Même si aujourd'hui, dans la pratique, on a des règles qui sont extrêmement démocratiques et je ne pense pas qu'on abuse de quoi que ce soit, une fondation, ce serait sympa, parce que je trouve que ça assoit son homme, quoi, une fondation. Et puis pour le projet, non, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, par exemple, XWiki SAS sponsorise beaucoup le développement de XWiki.
que ce soit par du hardware, que ce soit par des personnes ou autres. Et ça peut être sympa d'avoir une partie fondation qui permet de faire des donations. Donc les entreprises ou les individus peuvent donner de l'argent à une fondation. Et cet argent est réparti après dans le projet, selon les besoins du projet, pour plein de choses différentes. Et notamment pour le point numéro 2, qui est les bounties. J'aimerais bien mettre en place des bounties. Pas les trucs à manger, hein. Les bounties, c'est-à-dire voilà, il y a cette partie, il y a cette fonctionnalité-là qu'on aimerait bien développer, ou n'importe qui peut poser, c'est pas les développeurs XWiki, c'est n'importe qui utilisateur qui dit, moi j'aurais besoin de cette fonctionnalité-là, mais je suis pas développeur, donc je n'ai pas le temps ou la capacité, et je suis prêt à donner tant d'argent pour celui qui me développe ça. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Donc on a fait un petit peu sur Cloud Foundry, je sais plus, il y a un site. On se lance libre. Bon, ce serait bien d'intégrer dans XWiki et je sais que XWiki-SS est prêt aussi à donner, à sponsoriser un certain nombre de bounties au démarrage aussi. Mais tout le monde pourra le faire. Donc ça, c'est un truc sympa. On peut en parler, ça c'est assez intéressant. Dans XWiki-SS, on a des personnes qui sont des employés, mais on a aussi des gens qui bossent n'importe où au fin fond de l'univers et qui ne sont pas employés. Mais simplement, on travaille en bounties avec eux aussi. On dit tiens, c'est ce que tu vas dire, ça m'intéresse, est-ce que tu es prêt à développer pour 5 000 € ou je sais pas quoi. Et on travaille comme ça aussi, bien, Khaled notamment, qui travaille comme ça. Michigan, Khaled. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il nous manque un peu de tech marketing, on n'est pas très bon, je pense, on pourrait être meilleur plutôt. Tech marketing, c'est participer à des conférences, écrire un livre, ça j'aimerais bien le faire personnellement. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit, mais ça c'est un gros travail, il faut se motiver. Mais au moins écrire des articles, on n'en a pas beaucoup. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais levé le pied. Si tu oui, c'est bien ce qui me retient en fait. Améliorer XWikiOrg, on a plein d'idées, plein de choses. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas tellement de gens qui participent, donc on est avec une équipe limitée, mais 3 minutes, c'est ça. Et c'est parfait, on regarde à la fin. Et moi, j'aimerais bien réfléchir, je pense souvent, comment est-ce qu'on fait pour récupérer plus de committeurs dans le projet, comment est-ce qu'on fait que les gens puissent s'intéresser plus. C'est assez intéressant parce que à la fois, on a envie de garder une haute qualité du projet, donc avec des règles assez strictes. C'est ce qui permet que les gens ils aiment aussi le produit quand ils l'utilisent, et puis à la fois, ça met probablement une barrière à l'entrée. Donc c'est comment est-ce qu'on fait faire ça? Dans mes expériences, le niveau de coding sur XWiki est particulièrement élevé, à mon sens. C'est de la bonne qualité de code, donc c'est coûteux effectivement de participer au projet, de participer correctement. Il faut du code bien documenté, il faut respecter les règles checkstyle, il faut faire quelque chose de solide. Ah oui, si tu fais un truc qui n'est pas clean, il y a des gens qui vont, des committeurs qui vont te dire c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. C'est aussi agréable évidemment de participer à un projet comme ça, parce que quand on apprend, c'est du code clean, donc c'est fun. Et puis on apprend, ouais. Mais c'est coûteux effectivement en tant que contributeur, parce qu'on ne peut pas faire un truc vite fait dans son coin. Réellement, quand on veut écrire quelque chose de sérieux, il faut quand même s'investir un peu plus. C'est peut-être une des raisons qui fait qu'on n'a pas tant de committeurs que ça. Ouais, bon, après 15 committeurs à 10, c'est pas mal quand même pour un projet. Pour les JBoss et compagnie, on peut plus. Hein. Mais des bons? Ah ben non, nous on a des bons, ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. 15 bons, ça vaut 50 mots. C'est les fleurs. Bon, allez, je propose qu'on continue cette discussion devant un verre, c'est ça? 2 même. D'accord, voilà. Merci à tous.